Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On est en compagnie de Philippe Gendreau qui a écrit Mode jetable. Philippe enseigne aux jeunes de 4e secondaire, c'est ça? 4e et 5e. Et 4e et 5e secondaire depuis 30 ans. Vous êtes, voilà, vous êtes une référence. Vous avez créé un cours d'éducation aux médias justement pour essayer d'aiguiser le sens critique de vos élèves face à l'omniprésence et l'influence des médias et également des grandes marques. Ça fait partie de tout ça, là, d'avoir le sens critique, la publicité. Vous disiez tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous avez dit, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Est-ce que c'est le désir de juste acheter toujours plus ou on veut qu'ils développent un sens critique? C'est pas mauvais d'acheter, c'est pas forcément mauvais de consommer, ça fait partie de l'économie, ça la fait rouler, mais toujours acheter plus pour nourrir son espèce de vide intérieur, c'est peut-être pas une bonne chose? Ben certainement pas. Puis écoutez, 31 ans à être enseignant, mais j'ai travaillé comme intervenant jeunesse avant. Ça fait 36 ans que je travaille auprès des adolescents. Puis mon moteur a toujours été de développer des passions puis des intérêts chez les jeunes. Est-ce que le magasinage peut devenir un sport? Je pense que oui, vraiment, à trouver l'aubaine, puis on s'en fait un défi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nourrit véritablement, sans dire qu'on doive nécessairement prendre seulement les vêtements qu'on a? On peut changer de poids. On change de taille à l'adolescence, tout à fait normal. Le problème, c'est les compagnies comme Shein et Temu qui vraiment accumulent des données, les vendent et est-ce qu'elles font pas toutes seules, les compagnies? Elles le font toutes, mais je rappelle que ce sont des compagnies chinoises. Pour que les compagnies chinoises, comme TikTok, on est vraiment saturé d'entreprises chinoises qui siphonnent des données. On le sait que ça peut avoir des impacts. Mais quand on demande aux gens, est-ce que ça vous dérange là, de donner toutes les informations, puis qu'ils aient vos données, les gens vont dire, encore dernièrement, genre, écoute, j'ai rien à cacher, ça me dérange pas. Oui. J'écoutais des gens qui disaient ça. Ou c'est sûr qu'ils vont avoir nos données de toute façon. Ils les ont pareil. Sur une autre plateforme. Exact. Fait que là, c'est comme ça. Bon, écoute, garde. C'est rendu ça. Mais c'est qu'on ne traduit pas en lutte après ça légale parce que on a des luttes contre le travail des enfants. Ouais. On a des luttes contre la publicité faite aux jeunes. Et nos données, on n'a jamais été consulté pour que nos données soient semées aux quatre vents comme ça. Surtout pas à des entreprises qui viennent d'un pays qui respecte pas les droits humains. Ouais. On parle vraiment de gens qui sont placés dans des conditions minables. On peut pas commander sur Shein en se disant, je vais sauver mon transport puis le stationnement au centre commercial sans au minimum garder à l'esprit qu'il y a des gens qui sont exploités. J'ai déjà vu des vidéos où on serait incapable d'imaginer nos propres enfants passer 1 heure en camp de formation dans une usine de Shein. Comment ça se fait qu'on encourage parce qu'on voit pas. Puis la question du réchauffement climatique est vraiment partout en Europe. On peut pas dire d'un côté que on peut acheter où on veut parce qu'on va économiser, puis contribuer à des entreprises qui sont écocidaires. Il y a des gens qui disent, de toute façon, tous les vêtements maintenant, c'est tout fait en Asie. Mm-hmm. Donc, une marque, l'autre, sont toutes pareilles, ça vaut Shein, ça vaut Temu. Alors pourquoi se priver? Il y a la question du coût. On disait, est-ce que c'est vraiment des vrais rabais ou dans le fond on achète du cheap, fait que ça vaut même acheter du cheap là, c'est toujours trop cher à mon avis là, pour acheter du cheap. Mais bon, fait qu'il y a toutes ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui l'industrie de la mode est forcément tout le temps délocalisée, que de toute façon avoir une usine de vêtements au Québec là, il y en a-tu? Il en reste parce qu'avec mes étudiants, on fait un projet Kino, des courts-métrages, puis moi, j'avais fixé comme condition que s'ils voulaient des chandails, il fallait que ce soit des chandails éco-responsables. Ouais. Puis il y a des entreprises qui offrent ici à Montréal des chandails produits ou assemblés au Canada, parce qu'on peut faire la différence entre les deux. Évidemment, les prix vont être plus élevés si on achète un produit qui a été fait au Canada, mais qu'est-ce qu'on veut? Ça offre du travail ici, ça offre du travail aux jeunes
mon fils est dans le domaine des médias. Il regarde le domaine des médias, du cinéma, puis on est en train de vivre le choc qui a été raconté abondamment ces derniers temps, le choc des sacrifices qui ont été faits sur nos médias. Il se passe la même chose avec nos boutiques ici, parce que les gens se tournent vers le commerce en ligne. Mais est-ce que les gens ont vraiment le goût de la dystopie dans laquelle on pourrait être plongé s'il n'y a plus de rapport humain quand on achète quelque chose? Puis sans aller dans la totale science-fiction, est-ce qu'on attend juste des androïdes qui nous servent le plus rapidement possible? Oui, les gens vont dire oui. Mais ça prend aussi un peu de contact humain véritable. Tu dis, Francis, Olivier? Ouais, le monde sont même pas prêts à acheter des autos chinoises. Sont même prêts. Pardon, désolé, ouais, sont même prêts à acheter des autos chinoises. Je suis découragé. Ben oui, il dit ça parce que dans le fond, dans une voiture, tu as de l'information beaucoup sur le conducteur aussi. Là. Encore une fois, c'est ce qui va permettre d'avoir ces prix-là pour les véhicules chinois. Mais vos jeunes, est-ce qu'ils sont conscientisés par ça? Si leurs parents le sont pas tout à fait, est-ce que eux le sont plus? Vous avez été mère, vous avez eu 2 adolescentes. Ouais. Les adolescents, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, ils peuvent être touchés de façon très intime, puis de l'autre, faire comme si, dans le fond, c'était inévitable. Si j'ai choisi ce travail-là, moi, c'est que je crois que les jeunes ont toujours contribué à revendiquer que le monde change. Puis c'est avec des défis comme ceux-là, quand ils les comprennent, qu'on arrive à les changer. Le problème, c'est que parfois, la redondance avec laquelle on revient sur les mêmes enjeux avec les jeunes les amène à s'en détacher parce que ça devient... Ben, c'est ça. Ouais. Donc, c'est l'approche qui compte tout le temps. Comment on va approcher les adolescents pour les faire réfléchir sur leur consommation? C'est pas en parlant de gaspillage ou de surconsommation, alors? Oui, puis si en même temps, c'est les valeurs qui sont transmises. Des compagnies comme Garage de M. Lutfi, milliardaire québécois dont on fait l'éloge un peu partout sur toutes les tribunes, ben pour moi, ça rappelle un peu... Et qui dicte vraiment comment les adolescents doivent s'habiller. Ben oui, parce que là, on parle vraiment de comportements hyper sexualisés, comme on dénonçait en 1993. Léa Clermont-Dion le dénonçait à cette époque-là, puis on revient parce que les compagnies veulent vendre de la même façon. Mais pour moi, M. Lutfi, j'imagine qu'un jour, on questionnera son influence sur notre société. Parce que si d'un côté, on le félicite d'être le multimilliardaire qu'il est ou multimillionnaire qu'il est, c'est un coup sur la façon dont les jeunes se perçoivent, l'hypersexualisation. Je rappelle qu'on a déjà voué un culte à Micheline Charest et Michael Weinsberg. Puis aujourd'hui, on traduit l'histoire autrement parce que ces gros success stories-là se font toujours à un coût humain et les travailleurs qui sont perçus comme des personnes interchangeables ici dans leur commerce ou encore à l'étranger parce que on se soucie pas de ceux qui travaillent en Asie. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est quand on a un vêtement dans la main, on pense pas à tout ce que vous dites. On regarde juste l'étiquette. On trouve que c'est beau ou c'est pas beau. Puis on se dit, je mettrais-tu combien je le payerais, dans le fond. Là. Puis l'élasticité au prix, là, ça dépend de chacun. Là. Je me souviens des premières fois où j'ai vérifié la provenance des vêtements quand il y avait eu les scandales avec Gap. Puis d'être déçu de dire... Encore. Donc, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire des achats sans avoir fait cette considération-là. Puis de regretter après, de dire... J'ai encore oublié d'y penser, mais c'est de ralentir dans nos achats. Exact. Qu'est-ce qui nous amène à consommer autant? Autant de polyester. Ouais. C'est ça. Pourquoi autant de polyester? Il me semble vous avoir entendu qu'on ne fait pas le barbecue avec un vêtement de polyester. Mais vous avez raison, Philippe, par rapport à la même cassette qu'on met aux jeunes qui sont à bout, là. Tu sais, je veux dire, on dit que ça rentre plus puis qu'ils goûtent plus. Par contre, quand la mode des friperies est arrivée, vous voyez, là, c'était rendu tendance de réutiliser les mêmes vêtements et d'être beau et belle avec ces mêmes vêtements-là. Donc, moi, je l'ai vu, la transition, là. Exact. C'est le pouvoir d'achat qui venait de gonfler d'un seul coup. Voilà. Le slogan de Temu, Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. C'est ça leur slogan? Oui, Shop like a billionaire dans les friperies aussi. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait de tous ces vêtements-là? Exactement. Voilà. Hey, Philippe Gendreau, merci beaucoup. Merci c'est toujours vraiment, c'est une réflexion importante à avoir. Je rappelle, mode jetable, es-tu pas assez mignon? Vous voulez l'acheter. C'est sûr.
Ça fait du bien. Rose bonbon, là. Oui. Ou offrir aux jeunes pour réfléchir. Voilà, ça c'est un beau cadeau d'anniversaire. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite après la pause, Charles Page est avec nous. C'est un alpiniste québécois qui est le premier Québécois à avoir gravi l'Annapurna. C'est une dangereuse et redoutable montagne des Himalayas au Népal. Il est avec nous.